est 13h ici à la télé interactive. Bonjour à tous, voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Le lancement officiel des épreuves écrites du BEPC session 2023 ont été donnés ce 1er juin. Cette année, ils sont plus de 200 000 candidats à prendre d'assaut les salles de composition. À Ouagadougou, c'est le gouverneur de la région du Centre qui a donné le top départ au lycée Marienne Gouabi. Images et commentaires à suivre dans ce journal. Et puis, deux ministres étaient face aux hommes de médias. La ministre en charge de l'action humanitaire, elle, a fait le point de la situation des personnes déplacées internes. Le ministre en charge de la jeunesse, lui, a fait le point sur la mise en place des bureaux de compétences et d'accompagnement dans les universités du Burkina. Plus de détails dans cette édition. Et enfin, la situation est toujours tendue au Sénégal depuis l'annonce de la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. 9 personnes ont été tuées hier jeudi après la condamnation de l'opposant à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Le point à suivre dans un instant. C'est parti pour les épreuves écrites des examens du brevet d'études du premier cycle BEPC session 2023. Le top de départ a été donné au lycée Marienne Gouabi qui a accueilli les autorités de la région du Centre pour l'ouverture de l'enveloppe de la première épreuve de la journée. À noter que cette année, ils sont plus de 200 000 candidats au plan national, dont 70 000 à Ouagadougou à être en lice pour ce diplôme. Mamidriana Kamabou. C'est au lycée Marienne Gouabi qu'est intervenu le lancement des épreuves écrites du BEPC, brevet d'études du premier cycle. 30 minutes avant de procéder au lancement, le gouverneur de la région du Centre et sa délégation ont encouragé les candidats. Il est 7h30. Le gouverneur de la région du Centre, Abdoulaye Bassenga, procède à l'ouverture de l'enveloppe hermétiquement fermée. Pour l'examen du BEPC, la première épreuve est la dictée. Le texte retenu est un extrait de l'œuvre « Aujourd'hui je m'en vais » de l'auteur burkinabé Jean-Serge Kaboré. Dictée, 2 points. Une candidate confiante. Il faut dire qu'à ce jour-là, aucune difficulté n'a été signalée à l'heure actuelle. Toutes les dispositions ont été prises pour que ces épreuves-là se déroulent bien. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour la région du Centre, aucune difficulté n'a été signalée parce que tous les acteurs, en collaboration avec les forces de défense et de sécurité, ont pris toutes les dispositions pour que les opérations de preuve puissent se dérouler dans des conditions les meilleures. Pour cette session 2023, des innovations ont été apportées à en croire le secrétaire général du ministère en charge de l'Éducation nationale, Ibrahima Sano. Un logiciel a été mis en place afin de permettre une meilleure prise en charge de la gestion des examens et concours. Selon Ibrahima Sano, tout est mis en œuvre afin que tous les candidats puissent prendre part aux examens, même ceux déplacés internes. Ces élèves déplacés internes ont été pris en charge au niveau des différentes régions. Donc vous verrez justement que certains sont dans les familles d'accueil, d'autres également ont été logés par les différentes régions, sous la coordination bien évidemment des différents gouverneurs. Et nous le disons, il y a des mesures d'accompagnement, que ce soit au niveau des vivres. Le ministère a mis en œuvre tout pour que ces élèves déplacés internes puissent bénéficier également des bonnes conditions pour composer. Sur la base des chiffres de la direction des examens et concours, le nombre de candidats inscrits dans la région du Centre à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC est de 62 381 candidats. À Bobo-Dioulasso également, le lancement des épreuves du BEPC session 2023 a aussi été donné ce 1er juin. Le lycée municipal Sani Sanon de la ville de Sia a servi de cadre pour le lancement des épreuves et c'est le secrétaire général de la région des Hauts-Bassins qui a procédé au lancement officiel, Joseph Koudgou. Les élèves de la classe de 3e composent ce jeudi 1er juin les épreuves du brevet d'études du premier cycle. C'est le lycée municipal Sani Sanon de Bobo-Dioulasso qui a servi de cadre pour le lancement des épreuves dans la région des Hauts-Bassins. Certains candidats se disent prêts pour les différentes compositions. Ouais, ça va.
Et puis on s'est bien préparé, je sais que ça va aller, Inch'Allah. Non, je n'ai pas peur. J'ai confiance en Dieu. Ouais. Bon, en tout cas, on ne se plaint pas. En tout cas, selon moi, en tout cas, je suis prête. Je sais que je suis capable. Bon, toutes les matières sont faites pour être bossées, en tout cas. Donc, je ne vois pas. Des conseils et encouragements ont été prodigués par Mme Mariama Konaté, secrétaire générale de la région des Hauts-Bassins, à l'endroit des candidats avant le lancement des épreuves. À 7h20, c'est l'ouverture de la première enveloppe contenant les épreuves de la dictée. Ce jour est important pour les candidats, les enfants. Ce jour est également important pour nous, autorités de la région, autorités administratives, parce que c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu et il était de bon ton que nous puissions venir les encourager vraiment et leur donner des conseils pour que lors de l'administration des épreuves, aucun enfant n'ait des ennuis. Leur demander de suivre les conseils qui leur ont été donnés et surtout les consignes qui leur ont été données. Une session qui se déroule sans difficulté, se réjouit M. Frédéric Alman d'Almeida, directeur régional de l'enseignement post-primaire et secondaire. Mes équipes et moi sommes à pied d'œuvre depuis bien longtemps et cela nous permet aujourd'hui de dire que l'adrénaline va commencer à descendre parce que c'est parti. Tout a été mis en œuvre, autant sur le plan organisationnel, autant sur le plan sanitaire, autant sur le plan sécuritaire, pour que nous ayons une session qui se déroule dans la quiétude, dans de bonnes conditions pour le succès de nos apprenants. Et nous avons des cas d'élèves déplacés internes et les conditions ont été créées aussi pour que tout le monde soit véritablement à l'aise afin que le stress ou une inquiétude particulière ne dérange personne. Dictée, une candidate confiante. Une candidate confiante, c'est le titre de la dictée proposée. Les Hauts-Bassins comptent cette année 35 229 candidats avec plus de 57% de filles et 42% de garçons. Certains centres d'examen ont été délocalisés pour raison d'insécurité. On vous le disait en titre, 2 ministres étaient face aux hommes de médias ce 1er juin. Il s'agit de la ministre de l'Action humanitaire et celui en charge de la jeunesse. La ministre en charge de l'Action humanitaire, elle, a fait le point de la situation des personnes déplacées internes qui ont regagné leur localité à la date du 23 mai dernier. Et le ministre en charge de la jeunesse a quant à lui fait le point de la mise en place des bureaux de compétences et d'accompagnement dans des universités du Burkina Faso. Plus de détails avec Yassine Sawadgo et Cheikh Omar Ouedraogo. La nouvelle dynamique de la transition relative aux personnes déplacées internes est d'assurer leur retour effectif dans les zones de départ. Ce processus, déjà enclenché et étant à l'ordre du jour, a permis de réinstaller dans cette région du Burkina Faso 20 457 ménages, soit plus de 125 000 personnes dans leur localité, fait savoir la ministre en charge de l'Action humanitaire, Nandi Somei. Et des dispositifs sont pris pour accompagner les PDI retournés et faciliter leur réinsertion. Le gouvernement a conduit une première évaluation multisectorielle des besoins des PDI retournés dans certaines localités de retour. Cette évaluation se poursuivra dans toutes les zones et l'objectif est de faire le point des besoins urgents en terres cultivables, les besoins en intrants agricoles, l'état des lieux des infrastructures éducatives et de santé ainsi que des points d'eau. Il est envisagé le retour de l'administration, le soutien en vivres et en matériel essentiel, l'appui en intrants agricoles pour booster la production agricole, la réhabilitation des points d'eau, la réhabilitation des infrastructures éducatives et sanitaires, en somme, le retour à une vie normale, paisible dans toutes les contrées de notre pays. Quant aux autres personnes déplacées qui ne peuvent pour le moment pas regagner leur localité, l'assistance humanitaire sera renforcée à leur profit. Les besoins qui urgent en ce début de saison hivernale restent principalement la question du logement. C'est vrai que dans le cadre de la prise en charge des PDI, nous avons privilégié le relogement par les familles d'accueil, mais avec la saison des pluies qui s'annonce, cela nécessite le renforcement des capacités des familles en tente et à ce sujet, nous sommes dans la dynamique d'une acquisition urgente de tentes car le besoin est énorme à l'heure actuelle.
Deuxièmement, le renforcement de l'assistance humanitaire par l'accroissement et la régularité des ravitaillements en vivres, en équipements divers et en produits nutritionnels dans les zones fragiles. À titre illustratif, 21 494 tonnes de vivres ont été livrées par voie aérienne et terrestre aux populations de plusieurs localités. Toute l'assistance humanitaire est évaluée à plus d'une vingtaine de milliards et l'État a déjà déboursé plus de 5 milliards dans cette prise en charge, précise la ministre Nandi Somei. Son collègue en charge de l'emploi Boubacar Savadgo est revenu sur la mise en place des bureaux bilan de compétences et d'accompagnement qui seront bientôt opérationnels dans les universités. Ces bureaux de l'Agence nationale pour l'emploi vont s'occuper du bilan de compétences et aussi assurer l'accompagnement des étudiants vers l'orientation et l'insertion professionnelle. Il va consister en 3 phases, explique Boubacar Savadgo. Il y a une première étape qui est la phase diagnostique ou de recueil des besoins, des aspirations et le vouloir de l'étudiant. À partir de cette phase préliminaire, le conseiller va mettre en place un parcours qui va demander à l'étudiant de faire non seulement des recherches, mais il va aussi recevoir des informations sur les possibilités qui lui sont offertes sur le marché du travail, les possibilités qui lui sont offertes au niveau des services publics d'emploi, au niveau de toutes les structures d'appui à l'employabilité au sein de notre ministère, au sein des projets programmes qui existent au niveau du pays. Boubacar Savadgo, chargé également des questions de sport, a ajouté que la rénovation du stade Sangoulé Lamizana va démarrer en 2024, date à laquelle le budget sera disponibilisé. Et dans cet exercice, le ministre en charge des sports s'est prononcé sur des questions d'actualité sportive, notamment la polémique autour des défauts de paiement des entraîneurs. Suivons les explications du ministre Boubacar Savadgo dans cet extrait. Alors j'avais estimé que c'était à l'entraîneur de communiquer face à la polémique pour s'expliquer, parce que ces contrats ne sont pas signés avec moi et je n'ai pas le droit de divulguer ces contrats et autres. Et puisque la question est là, je ne me défonce pas. Et l'entraîneur a promis de le faire, etc. Donc, pour moi, ce n'est pas une question comme ça a été traité, que je suis assassin ou je suis affameur des gens. Non. Reprenez ces contrats et vous lisez. Nulle part il n'est dit que le contrat est payé par mois. Mois par mois, non. Ils ont des échéances avec leur contrat d'objectif. Et l'entraîneur, il le confirmera ou pas, il répondait à cette question et en précisant que c'est 11 mois qui doivent être pris ou qui sont pris pour son contrat d'objectif en cours. Parce qu'il y a eu une polémique où il est ressorti que c'était 15 mois. Et lorsque je m'étais adressé à eux, ils ont dit non, monsieur le ministre, non, on ne reconnaît pas 15 mois, c'est 11 mois. Et quand on lui pose la question, il répond là-dessus. Mais à aucun moment, pourquoi nous allons mettre tous les moyens pour qu'ils se préparent, pour qu'on soit avec eux, eux-mêmes le disent sur les antennes, et maintenant qu'on les a affamés. Et un contrat d'objectif, c'est ça. L'entraîneur des étalons est dans la même situation, avec plusieurs mois qu'il a travaillé, mais il sait quand est-ce qu'on va le payer. Et je veux profiter de ce micro pour rassurer encore, comme je l'ai fait, l'entraîneur des U17 pour lui dire non, un contrat d'objectif c'est terminé, il a fait du très bon boulot, nous voulons continuer avec lui. Il n'y a pas besoin qu'il soit fragile ou qu'il se fragilise ou qu'il cherche quoi que ce soit. Nous lui faisons confiance pour aller au mondial. Et ces négociations vont encore avoir lieu. Les opérations à travers le bulletin d'information sur les opérations de sécurisation du territoire national. Et selon ces informations, 3 opérations d'envergure ont été menées par les FDS ainsi que les VDP dans le mois de mai. Ces opérations ont permis de neutraliser plusieurs terroristes et récupérer de l'armement et des moyens roulants. On fait le point avec Maxime Jean-Eudes Bambara.
Selon la direction de la communication des relations publiques des armées, 3 opérations d'envergure ont été menées au mois de mai par les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie. Il s'agit notamment des opérations Raid du Nord, Unpopo dans la région du centre-ouest et Boulgo 2 dans le centre-est. Conduite du 26 au 30 mai, l'opération Raid du Nord avait pour but d'aseptiser, selon la direction de la communication et des relations publiques des armées, les alentours de la ville de Waiguya. Elle a donc concerné plusieurs localités, dont entre autres Bundunkamba, Kebakoro, Bukere, Kalo, Tiu, Nimbu, Simdengiri, Kombri et Niniguin. 17 terroristes ont été neutralisés dans cette opération conduite par les unités du groupement de forces pour la sécurisation du Nord et les VDP de la zone. De l'armement, des munitions, des postes radio, des motos, des taxis-motos ont également été récupérés. Des résultats engrangés grâce à la coordination entre les forces terrestres et les vecteurs aériens qui ont permis d'identifier très précisément les repères terroristes et d'y mener des raids victorieux. Aucune perte côté ami n'a été enregistrée, précise le bulletin d'information sur les opérations de sécurisation du territoire national. L'opération Unpupo, qui veut dire nettoyer en langue gounsi, a permis de neutraliser 9 terroristes, de détruire 5 bases terroristes, de désamorcer des engins explosifs, de récupérer de l'armement et des moyens roulants et de saisir du matériel de campement. Cette opération s'est déroulée du 25 au 29 mai dernier. Elle a été menée par des unités terrestres à la suite d'intenses tirs d'artillerie sur des positions terrestres précisément localisées grâce au service de renseignement selon le bulletin d'information du service de communication des armées. Des opérations de ratissage ont été menées dans les localités de Boum, Kalabo, Zélacé, Gossina, Nagarpolo, Kwalio et Zamo. Des bouclages et des fouilles ont également été conduits dans d'autres localités de la même zone, près de Tenado, peut-on lire dans le bulletin d'information. L'opération Boulgo 2, elle, avait pour objectif de traquer les terroristes qui sévissent dans la zone afin de ramener la quiétude, et notamment sur la RN16 menant à la ville de Bitou. L'opération toujours en cours a permis déjà, selon le service de communication des armées, de neutraliser plusieurs terroristes. Des engins explosifs improvisés ont également été neutralisés au cours de la progression des unités. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre de la reconquête du territoire national. Dans un communiqué de presse de ce jeudi 1er juin, la direction de la communication et des relations publiques des armées a indiqué qu'une unité du 12e régiment d'infanterie commando, appuyée par le 2e bataillon d'intervention rapide, a énergiquement riposté à une embuscade complexe le mercredi 31 mai dans les environs de Tibou, dans la province du Lorum. Les unités qui escortaient un convoi de vivres au profit des populations de Titao ont été prises à partie par une centaine de terroristes. Au moins 50 terroristes ont été neutralisés, 2 civils qui faisaient partie du convoi ont malheureusement été mortellement atteints et 8 autres personnes blessées. L'École nationale des douanes est désormais certifiée ISO 9001 version 2015. Le certificat de cette norme qualité a été remis officiellement le 31 mai 2023 au cours d'une cérémonie. Les enjeux et les avantages de cette certification à suivre dans ce reportage signé Fatimata Ninkiema. Créée en 1970, l'École nationale des douanes END est depuis 2005 le premier centre régional de formation en Afrique. Ce pôle régional de formation des cadres pour l'Afrique occidentale et centrale a décidé depuis 2019 d'inscrire son système de management dans la dynamique de certification ISO 9001 version 2015. L'ambition étant d'améliorer de façon permanente et continue la qualité des prestations de l'école tout en les rendant conformes aux standards internationaux. Et pour atteindre cet objectif, il a fallu suivre un long processus, explique Mathieu Ouedraogo, directeur général d'Afrique Compétences Burkina, cabinet qui a suivi le processus de certification. D'abord, on a commencé par un diagnostic qualité. Un diagnostic qualité qui a permis de mesurer le niveau de conformité de l'École nationale des douanes par rapport aux exigences de la norme ISO 9001 version 2015. Et ça nous a permis de mettre en place un plan d'action de mise en conformité. Et la deuxième étape a s'agi de faire des enquêtes. Donc on a fait des enquêtes auprès des différents partenaires, les parties intéressantes pertinentes. Alors ça nous a permis de prendre en compte leurs préoccupations dans l'élaboration de la planification de l'École nationale des douanes. Ensuite est intervenue l'élaboration d'un plan stratégique suivi d'un tableau de bord qualité et l'élaboration des outils et documents pour le système de management de l'école.
C'est après ce processus qu'il a eu l'évaluation de la maturité du système et l'audit de certification. Et c'est au bout de ce parcours que l'END a été notifié de son admission à la certification le 5 janvier 2023. Mais c'est ce 31 mai que le directeur de l'END, Casimir Sawadogo, a reçu le dit certificat de la norme qualité ISO 9001 version 2015. Il représente le résultat d'un travail acharné pendant plusieurs années, parce que nous avons cherché à mettre nos systèmes de travail à la certification ISO 9001 version 2015. Et pendant plusieurs années, nos méthodes de travail ont été analysées, scrutées, on a corrigé les erreurs et en fin d'année 2022, on a estimé que nous satisfaisons les normes internationales des méthodes de management dans notre École nationale des douanes. Cette cérémonie de remise officielle du certificat de la norme ISO 9001 version 2015 à l'END a eu pour président le secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et de la prospective. À en croire Nicolas Kobiané, cette certification s'inscrit dans la dynamique de réforme et de modernisation des écoles placées sous la tutelle du ministère. Il a saisi l'occasion pour inviter l'END à veiller à la prévention des aléas internes et externes pouvant compromettre l'intégrité de son système de management. De l'humour dans ce journal, Quand je deviens riche, c'est le titre du prochain one-man show de l'artiste humoriste El Presidente. L'artiste était face aux hommes de médias à Canal Plus Burkina, son sponsor officiel. Avec les journalistes, il a échangé autour du contenu de ce spectacle, un spectacle qui va véhiculer des messages qui invitent à l'humilité et à l'encouragement des forces de défense et de sécurité. Le compte rendu d'Amadou Bourema et Maxime Jean-Eudes Bambara. Quand je deviens riche, c'est le nom du prochain one-man show de l'humoriste burkinabé El Presidente. C'est un spectacle à l'intérieur duquel l'humoriste évoque dans un style comique le vécu de bon nombre de Burkinabés. L'artiste raconte l'histoire d'un homme qui, après avoir fait fortune, est devenu arrogant et manquait d'humilité. Quand je deviens riche se veut donc une manière pour l'artiste humoriste d'inviter les personnes riches à l'humilité et les personnes démunies à la persévérance pour se réaliser. C'est pas un spectacle qui est loin de nous, c'est tiré donc de nos expériences, de nos réalités, de nos quotidiens en fait. Et donc il n'est pas rare de voir comme ça des gens qui réussissent d'un coup et vous voyez un changement de comportement. Ce qui est intéressant, c'est que ça interpelle en même temps, parce que lorsqu'un riche te parle mal, normalement en tant que pauvre, ça doit t'interpeller, ça doit te choquer. Et ce choc, qu'est-ce que ça t'amène à faire? Ça t'amène donc à sortir de comment j'allais dire, de cette zone de confort. J'ai dit, non. Dans ce one-man show, l'artiste humoriste aborde également la situation dans laquelle se trouve le Burkina Faso. Pour El Presidente, dans cette période de crise sécuritaire, les spectacles d'humour sont aussi des preuves de résilience du peuple burkinabé. Montrer non seulement que le Burkina vit toujours à travers nos spectacles, mais à l'intérieur, essayer d'encourager donc les forces de défense et de sécurité, les VDP et tous ceux donc qui œuvrent pour la paix donc de ce pays. Nous avons essayé dans un ton comique, en tout cas, relater des choses pour donc encourager les boys dans l'ensemble. Pour ce spectacle, Canal+ se positionne comme le sponsor officiel. Selon le chargé de communication à Canal+ Burkina, Souebou Ba, l'humour est l'un des domaines culturels dans lequel Canal+ Burkina s'investit ces dernières années. Pour lui, travailler avec l'humoriste El Presidente est une fierté. On sait ce qu'il vaut, on sait ce qu'il est, et c'est sûr que le spectacle va pouvoir être à la hauteur des attentes avec un bon message de sensibilisation. Et donc c'est vraiment une fierté pour Canal+ d'être à côté de El Presidente. La tenue de ce spectacle intervient à un moment intéressant et pour Canal+, vous le savez, depuis quelques jours on a lancé donc une promo qu'on a dénommé le Festival des cadeaux. Et il va sans dire que ce spectacle de El Presidente est aussi un cadeau. Le one-man show de l'artiste humoriste El Presidente est prévu pour ce samedi 3 juin à Canal Olympia, Ouaga 2000. Un spectacle plein de surprises pour les invités. 9 morts, c'est le bilan des violences qui ont éclaté hier jeudi au Sénégal après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. À noter que le gouvernement sénégalais a décidé de la suspension temporaire de l'accès aux réseaux sociaux.
9 personnes ont été tuées jeudi au Sénégal dans les violences qui ont éclaté après la condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko. Face à la situation, les autorités ont confirmé avoir restreint l'accès aux réseaux sociaux et pour le gouvernement, la justice a fait son travail. Un homme politique s'est vu après devant la justice à cause d'une dame qui l'accuse d'un certain nombre de choses. La justice a fait son travail. Que n'a-t-on pas entendu depuis tous ces jours? C'est des menaces, c'est des invectives, c'est des intimidations. Le rôle de l'exécutif, c'est de veiller à ce que toutes les institutions fonctionnent. On nous avait dit qu'il n'y aurait pas de justice, que les gens ne reconnaissent pas la justice sénégalaise. Elle a fait son travail naturellement, en toute indépendance, en toute transparence. Candidat à la présidentielle, Ousmane Sonko est plus que jamais menacé d'inéligibilité. Les autorités ont confirmé qu'il peut être arrêté à tout moment, ce qui pourrait créer de nouveaux troubles. Il n'y a pas aussi de projet insurrectionnel parce que le Sénégal aussi a quelque chose qui est aussi spécifique en Afrique. C'est que le Sénégal a un État fort, qui fonctionne, qui sait faire face, un État debout. Et tout projet insurrectionnel se heurte à la robustesse de cette infrastructure étatique. Donc ici, nous sommes une démocratie dans laquelle les appels à l'insurrection n'ont aucune chance de prospérer. Un autre facteur de tension est le flou entretenu par le président Macky Sall sur son intention de briguer ou non un 3e mandat en 2024. Qualifié d'étant un leader de gauche. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télé interactive.